Alors aujourd'hui, un épisode un peu spécial, parce que mi-octobre, tu as été invité au Google Product Expert Summit. Pour tous ceux qui nous écoutent, et un petit peu pour moi aussi, parce que on me l'a raconté mais pas trop, qu'est-ce que c'est que cet événement? C'est un Simple. événement, ouais, c'est un événement annuel organisé par Google qui réunit tous les experts produits Google, qui est en fait une communauté de personnes qui aident les utilisateurs sur tous les produits Google. Donc Google Maps, Gmail, Chrome, Amazon, pas Amazon, non, pas du tout. Et donc YouTube. Et donc à ce titre-là, moi je suis dans la team des experts produits YouTube francophones. Et donc à ce titre-là, j'étais invité par Google à Londres pour cet événement. Ça fait combien de temps que tu fais partie de cette team d'experts product? Ça doit faire 4 ou 5 ans, si je dis pas de bêtises. D'accord. Voilà, on est... Il y a d'autres Français qui sont experts Google Alors, YouTube? dans YouTube, ouais, Oui, YouTube, YouTube. on doit être 7-8, je crois, aujourd'hui. Ça a tourné un petit peu. Il y en a qui étaient là depuis très 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 longtemps, historiquement, et qui sont sortis du programme. Et puis, il y en a d'autres qui sont arrivés. On est 7-8 actifs, on va dire. Ouais. Voilà. Et la plupart des membres actifs sont actifs sur les forums d'aide. C'est ces personnes qui vous aident sur les forums, en fait, quand vous avez un problème avec votre compte, etc. Et puis, on est quelques-uns à y être au titre des video contributors, donc des personnes qui aident les utilisateurs grâce à leur contenu vidéo. D'accord, ok, intéressant. Et on apprend vraiment des trucs dans ce genre d'événement, Sylvain? Oui, oui, on apprend des trucs. Euh, En fait, on a des sessions, alors on a des sessions générales qui sont un peu moins intéressantes, parce que là, c'est Google en tant qu'entreprise. Ça ressemble un peu plus à des, comment on appelle ça, tu sais, les conférences Apple ou des trucs comme ça, quand tu as des Hmm. lancements de produits. Et ensuite, on a des sessions par produit, justement. Et donc là, on a eu 8 sessions YouTube, je crois, sur différentes thématiques. Et là, c'est des personnes de chez YouTube, c'est des ingénieurs de chez YouTube, des chefs de produits, etc., qui viennent nous parler directement. On a eu la CEO de YouTube UK aussi, qui était interviewée, c'était intéressant. Et donc, non seulement ils nous parlent des directions que va prendre la plateforme dans les prochains mois et prochaines années. Donc ça, c'est des éléments super importants pour nous qui construisons des stratégies. Et puis souvent, ils nous parlent aussi de fonctionnalités qui vont sortir bientôt. Donc on est sous NDA, on n'a pas le droit de dévoiler certaines choses qui nous dévoilent à ce moment-là. Mais c'est souvent des choses qui vont arriver quand même assez rapidement. Hmm. Et surtout, la partie la plus intéressante, c'est qu'après, il y a les questions. Des questions-réponses. Nous, on peut leur poser des questions directement. Et c'est là où en fait, bah, comme on est des experts produits, alors experts produits YouTube dans le monde, là, on était tous réunis. On était bien une bonne centaine, hein, quand même, 100 ou 150 en tout. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, les problématiques que nous, on remonte de la communauté francophone sont assez partagées partout ailleurs dans le monde, avec des spécificités locales. Il y a, par exemple, au Brésil, il y a un certain type de hack de chaîne YouTube que nous, on n'a pas chez nous, heureusement pour l'instant, mais qui est très problématique là-bas. Donc, il y avait cette problématique-là. Il y a des pays où, par exemple, l'activité shopping est hyper développée, notamment en Asie, en Indonésie, en Corée, etc. Donc, il y avait beaucoup de questions autour de ça. Et puis, enfin voilà, donc c'était super intéressant. Et cette partie questions-réponses, c'est là où on apprend le plus de trucs parce que même dans leurs réponses, même quand leur réponse parfois est un peu diplomatique, tu vois, Oui, on préparé. arrive à lire entre les lignes, quoi. On a un peu, des fois, ils nous disent, bon, alors, officiellement, je dois vous dire ça, et du coup, on sait un peu quel est le officieux derrière, donc c'est cool. Ok. Tu te souviens dire, des principales préoccupations des experts Google? YouTube ou Google? YouTube, oui, excuse-moi, Ouais. YouTube, Google, quoi. C'est-à-dire, c'est quoi des personnes comme toi, que ce soit en France ou même à l'international, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait remonter et quelle a été la réponse de Google? C'est quoi la préoccupation des experts YouTube en 2023? Alors, bah, globalement, nous, notre rôle, c'est de remonter les problématiques qui émergent de la communauté. Et après, en fait, on va vraiment les classer en deux catégories, mais les personnes qui sont sur les forums d'aide, de par leur rôle en fait, ils récupèrent toute la merde, quoi. Ils récupèrent tous Ouais. les trucs qui fonctionnent pas. Ils ne voient que les dysfonctionnements de la plateforme. Et donc forcément, ils remontent ça et eux sont très focalisés sur les problématiques de hacking de chaîne YouTube, de mauvais fonctionnement, enfin tout ce qui est mauvais fonctionnement de la plateforme, ils les font remonter. Ça intéresse évidemment beaucoup YouTube pour s'améliorer. Là où ceux qui sont plutôt contributeurs vidéo vont plutôt remonter des questions autour des fonctionnalités,
Est-ce que la plateforme n'est pas en train de trop partir vers les shorts? Comment... Enfin voilà, toutes ces problématiques-là. Et notamment, là, cette année, c'était quand même assez fort sur la question de l'équité entre les pays. Notamment oui. depuis que certains créateurs anglophones, par exemple, ont accès aux multilangues. Et que donc, du coup, ils peuvent arriver sur notre marché français. Et donc, quand il y a des fonctionnalités qui sont développées aux US, et que les US y ont accès avant nous, bah, du coup, eux, ils peuvent arriver en France avec ces nouvelles fonctionnalités, alors que nous, on n'y a toujours pas droit. Un En fait, exemple, MrBeast peut ouais. faire de l'A/B testing sur des miniatures en français, par exemple, alors que Amixem ne peut pas. Et donc, il y a quelque part un décalage Ouais. dans la concurrence. Si je comprends bien, alors c'est quelque chose qui se pratique depuis pas mal de temps, j'imagine. C'est-à-dire que souvent certains pays ont des fonctionnalités en avance, Ouais. ce qui posait pas trop problème. euh, Ce qui posait pas trop problème. Alors pour nous Français, mais j'imagine que ça posait peut-être déjà problème à l'international, parce que c'est vrai que si les États-Unis ont des fonctionnalités qu'ont pas les Anglais, bon, les deux parlent la même langue, Ouais. ça peut poser problème. Mais là, ce que tu es en train d'expliquer, c'est que avec aussi le multilangage qui arrive, MrBeast traduit, sous-titre, enfin, tout ce qu'il faut, ses vidéos en français, donc peut s'attaquer avec la puissance qu'on connaît d'un MrBeast ou de grands youtubeurs internationaux, il n'y a pas que MrBeast, peut s'attaquer au marché français avec des fonctionnalités qui peuvent vraiment faire la différence. Et nous, pauvres Français, n'ayant pas encore ces fonctionnalités, bah, on peut juste regarder et attendre. Et si je dis pas de bêtises encore une fois, des fois ça peut prendre du temps que ça Ouais. se développe la fonctionnalité à l'étranger. Donc ça veut dire qu'il peut se passer plusieurs mois où, comme tu le dis, un gros youtubeur américain, anglais, fait du marché français, a les A/B testing, peut-être même d'autres fonctionnalités. Et effectivement, je pense que YouTube, comment dire, est-ce qu'à ton avis, ils l'ont vu venir ou ils ont été étonnés un petit peu de ce genre de réflexion? Non, non, ils ont été étonnés parce que ils savaient pas quoi répondre. Parce qu'en fait, déjà, effectivement, historiquement, ça a jamais été trop un problème. Parce que il y avait, comment dire, les nouvelles fonctionnalités ces dernières années sur YouTube étaient plutôt des fonctionnalités pour rendre la vie des créateurs un peu plus simple et rendre l'expérience des utilisateurs un peu plus agréable. En gros, Hmm. c'est à peu près comme ça que je le résumerais. Donc, c'est des petits incréments. Mais je pense que ça a commencé à changer à partir du moment où des nouveaux formats ont été introduits, les Hmm. shorts notamment, et au moment où il y a des fonctionnalités qui peuvent donner effectivement des vrais gros avantages. On parle des A/B testing de titres et de miniatures, mais, enfin de miniatures en particulier. Mais il y a aussi, moi, un truc qui m'agace un petit peu, c'est Creator Music. Ouais. Aujourd'hui, tu es aux États-Unis, avec Creator Music, tu peux mettre n'importe quelle musique qui passe à la radio, un truc très tendance, etc. Tu peux utiliser des courts extraits sans problème dans tes vidéos, ou des extraits plus longs en payant des droits, etc. et garder 100% des revenus publicitaires, etc. Là où en France, c'est pas possible. Et ça, on comprend pourquoi ça a du retard. On comprend pourquoi ça prend plus d'1 an, parce Ouais. qu'ils doivent négocier avec les sociétés de production, et évidemment, ça se fait pays par pays, c'est hyper complexe. Donc ça, on peut comprendre. Est-ce que tu peux prendre 2 minutes pour expliquer un petit peu aux personnes qui nous écoutent, c'est quoi le créateur musique? Parce que moi je le sais, mais peut-être que tout le monde ne comprend pas ce que c'est et comment dire l'importance de cette future fonctionnalité. Ouais. En fait, la musique sur YouTube, c'est un élément qui est quand même assez important, puisque c'est quand même la patte sonore de nos vidéos. Et historiquement, on a toujours mis des musiques qui étaient libres de droit ou sans royalties, voilà, soit en achetant des droits sur des plateformes, etc. Mais en gros, des musiques pas connues pour que nous, on puisse, en tant que créateur de contenu, mettre de la pub sur nos vidéos et avoir des revenus de la publicité. Qu'est-ce qui se passe si aujourd'hui je mets une musique de Rihanna ou un truc comme ça? J'ai une chance sur deux. Soit j'ai de la chance et en gros, Rihanna dit je veux bien que mes musiques soient utilisées. Et dans ce cas-là, tous les revenus publicitaires vont à Rihanna. Voilà, Mm. en gros. Ou à sa boîte de prod. Et moi, je touche zéro. Mais j'ai le droit de mettre ma vidéo. Soit Rihanna dit je ne veux pas que ma musique soit en ligne sur les plateformes. Et dans ce cas-là, la vidéo n'est même pas autorisée. On ne peut pas, Oui. la mettre en public. Et le problème, c'est que ça, on le sait pas à l'avance. Voilà, c'est assez mal fichu. Et donc, aujourd'hui, voilà, c'est un système qui est pas simple, alors que, merci TikTok, mais des Ouais, c'est plateformes ça. type TikTok, etc., sont venues en disant, voilà tout ce qui est autorisé, tester un audio, un autre audio, on essaye, on voit ce qui marche, voilà, tout est à dispo.
Et donc YouTube a dû se réinventer là-dessus. Et donc Creator Music, c'est exactement ça. C'est une librairie en ligne où en fait YouTube passe des accords avec les énormes Les majors majors de la compagnie, musique, hein, voilà. Et l'idée, c'est que absolument toutes les musiques soient dans le catalogue. Et après, musique par musique, on peut les rechercher et on a les conditions d'utilisation. Donc en fait, normalement sur la plupart de ces musiques, si je dis pas de bêtises, on peut utiliser des extraits jusqu'à 30 secondes, je crois. Et après, c'est l'artiste ou sa maison de prod qui définit les règles. Donc on peut avoir du partage de revenus, c'est-à-dire si vous utilisez cette musique, et ben, c'est 50% pour l'artiste, 50% pour le créateur de contenu. Déjà, ça, c'est plutôt une bonne avancée. On peut en avoir d'autres qui disent non, c'est un frais fixe, vous me payez tant et vous pouvez l'utiliser et générer des revenus avec. Il y en a où on va avoir des licences d'utilisation pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Voilà. Mais au moins, on sait à quoi s'en tenir. Et donc ça, c'est plutôt pas mal, quoi. Ok, et donc ça, c'est quelque chose qui est déjà implanté aux États-Unis par contre. Depuis 1 an. Depuis 1 an, et qui n'est toujours pas en France ou même dans d'autres pays. Nulle part ailleurs, en fait. Nulle part ailleurs. C'est que aux US. C'est simple. Ouais. Ok, d'accord. Donc effectivement, je pense que pour des créateurs de vidéos, c'est important. Ils l'attendent. C'est vrai que tu parlais tout à l'heure aussi de l'A/B testing. Ça fait nous pas mal de temps, en tout cas dans l'agence, qu'on l'attend, qu'on essaye de le prévoir. Par contre, tu as été un petit peu surpris de l'annonce, parce qu'ils en ont dit un peu plus sur l'A/B testing. Est-ce que tu peux expliquer ? Ouais, alors juste pour finir sur le point d'avant, l'A/B testing, c'est un peu différent parce que c'est pas une sortie qui est localisée. C'est-à-dire que c'est pas aujourd'hui tous les créateurs US y ont accès et les autres n'y ont pas accès. C'est une sortie, comme ça se fait la plupart du temps sur YouTube, c'est une sortie pour un petit nombre de créateurs. En fait, YouTube a plein de façons différentes de tester des nouvelles fonctionnalités. Et là, ça fait partie des fonctionnalités où ce sont certains créateurs triés sur le volet qui y ont accès. Donc des très grosses chaînes. Ils font les tests, ils voient ce qui marche pas, ils font leur feedback et ensuite ils déploient à tout le monde. Le truc le plus courant, c'est le 1% testing, c'est-à-dire que YouTube, dans ce cas-là, va choisir 1% des créateurs de manière totalement aléatoire, va leur donner accès à une fonctionnalité et ensuite fait du feedback sur quelques semaines, quelques mois, avant de le déployer à tout le monde. Et donc ça, encore une fois, c'est mondial et donc il n'y a pas de déséquilibre, on va dire, là-dessus. Et puis, juste pour terminer sur le sujet des sorties locales, là, il y a une autre chose qui est sortie localement il y a quelques mois aux US, et je crois aussi en Corée, en Indonésie, peut-être en Inde, je crois, qui sont les fonctionnalités de Google Shopping. Et ça, c'est un petit peu gênant, parce qu'en fait, Google Shopping, ça vous permet, vous, d'associer à la fois votre boutique pour mettre vos produits directement sur les vidéos. Donc quand je fais ma vidéo, je parle d'un téléphone, hop, et ben on a un petit lien qui s'affiche et on peut acheter le téléphone si on veut directement. Ça, c'est pas gênant. Mais dans Google Shopping, YouTube veut absolument tout centraliser, y compris l'affiliation. Et en fait, on est beaucoup de créateurs de contenu à avoir des liens d'affiliation en description. Et plutôt que de mettre des liens d'affiliation en description, parce que YouTube veut aujourd'hui, c'est qu'on puisse les faire apparaître à l'écran directement, que ce soit beaucoup plus simple. Et que donc ça passe par la plateforme YouTube Shopping et puis par nos plateformes d'affiliation habituelles. Et donc YouTube a créé un programme d'affiliation avec des distributeurs reconnus, etc. là-dedans. Et ça a été développé aux US, c'est déployé aux US. En France, on a l'outil, mais la base de données est vide. Donc on ne peut pas répertorier les produits qu'on a dans nos vidéos. Et là où c'est problématique, c'est que de leur côté, ils continuent d'avancer en se disant puisque maintenant on a ça, on peut virer tout le reste. Donc, c'est-à-dire, l'accès à la description va être de plus en plus compliqué, les liens externes n'apparaissent plus pareil, et donc, en fait, nous qui devons encore nous dépendre, entre guillemets, des liens en description pour tout ce qui est affiliation, ça commence à devenir de plus en plus problématique, parce qu'ils ne nous ont pas encore donné l'accès aux nouvelles fonctionnalités, en fait. Oui, c'est plutôt là, logique. il y a du déséquilibre aussi. C'est plutôt logique si tu as la fonctionnalité avec la base de données. Voilà. Si tu n'as pas la base de données, finalement, tu n'as aucun avantage et tu perds l'essentiel, quoi. C'est-à-dire que les gens ne verront plus la description, ne cliqueront plus sur les liens d'affiliation. Voilà. Et comme tu le dis, il y a beaucoup de créateurs qui ont une partie de leur rémunération grâce à ça. Dépendent beaucoup de ça. Ouais. Okay. Donc voilà, et eux, ils se disent, aux US, c'est bon, c'est déployé, donc allez, on y va, on avance, on vire le reste. Et j'aimerais bien que dans ce genre de situation-là, ils disent, en fait, il n'y a pas que les US quand même, on va attendre peut-être que au moins une bonne partie du monde ait accès à ces fonctionnalités-là. Oui, mais là aussi, c'est complexe parce que c'est des deals avec des distributeurs qui sont parfois locaux ou qui ont des antennes locales, et donc on imagine bien que là, il y a des questions légales derrière et que c'est assez complexe. Donc encore une fois, je comprends le décalage de temps,
mais que de leur côté, ils se disent allez hop, on avance, on fonce et on vire les fonctionnalités anciennes, c'est plus gênant, quoi. Ça montre pas beaucoup de considération pour certains autres pays. Oui, je peux comprendre, mais c'est un peu... bon, c'est pas que dans YouTube, mais t'as l'impression que c'est un peu les États-Unis et le reste du monde. C'est vrai que c'est assez Ouais, dérangeant. c'est ça. Bon, il n'y a pas que les États-Unis, parce qu'ils ont quelques autres très gros marchés. Il y a l'Inde en particulier, Oui, qui est énorme. qui est un pour très YouTube, gros, mais, très gros marché, voilà. l'Inde. Ouais. Ok, Mais, voilà. Et revenons donc, pour revenir à sur l'A/B l'A/B testing, oui, ça c'est un gros sujet quand même. Oui, Qu'est-ce en fait, que nous on attendait Alors, c'est vrai que nous on en parle depuis des mois en interne, même dans notre communication. Qu'est-ce qu'on attendait de l'A/B testing et ça va être quoi la réalité de l'A/B testing? Ouais. Donc, l'A/B testing, c'est, je vais expliquer rapidement, mais c'est la possibilité à la publication d'une vidéo de mettre plusieurs miniatures différentes et de tester une miniature par rapport à l'autre et de savoir celle qui fait le plus cliquer, tout simplement. Et donc pouvoir ensuite la sélectionner et la garder. D'ailleurs, c'est intéressant quand même de noter que la mesure pour YouTube ne se fait pas par rapport au taux de clic, mais par rapport au watch time généré. C'est-à-dire que pour 1000 fois où la miniature va être montrée, quel va être le watch time global, qui est donc en fait un mélange du taux de clic et de la rétention. D'accord. Ce qui veut dire que demain, vous faites une miniature qui fait extrêmement cliquer, mais qui ne correspond pas au contenu, bah, les gens vont partir très vite de la vidéo, et donc le produit des deux va être plus faible qu'une miniature qui fait moins cliquer, mais qui ne trompe pas. Donc ça, je trouve que c'est plutôt intéressant comme move de la part de YouTube. C'est pour éviter le clickbait. Exactement. En tout cas, excessif, quoi. Oui. Et donc ça, c'est pas mal. Et donc, évidemment, vous voulez savoir quand est-ce que ce sera déployé pour tout le monde. Évidemment, ils nous ont fait une réponse très politique de c'est compliqué, on est en train de déployer. Ils nous ont expliqué qu'il y avait 26 équipes produits qui bossaient sur l'A/B testing. Enfin, que ça a impacté 26 équipes produits différents chez YouTube, ce qui est assez énorme. Mais en fait, après coup, on peut le comprendre. Il y a des équipes qui s'occupent de la mise en avant des vidéos, il y a des équipes qui s'occupent des analytics, il y a des équipes qui s'occupent de l'interface. L'interface, il y a plein de trucs en fait. Donc c'est assez logique. Mais ça, quelque part, en fait, c'est leur problème, j'ai envie de dire. C'est leur problème d'organisation interne. Et donc, surtout, la question que moi je voulais poser, c'est, on parle d'A/B testing de miniatures, mais et les titres? Est-ce qu'on va pouvoir les A/B tester? Et j'ai été assez surpris de voir déjà la personne responsable des A/B tests faire une tête un peu en mode « Ah, bah, dis donc, étonnante cette question. » Tu vois, j'aurais quand même cru que de base, sa réponse aurait été alors oui, c'est une évidence de penser au titre, etc. Non, ça l'a surpris. Et en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que ils ont pas prévu de le déployer pour l'instant. Okay. Et là aussi, ça a l'air d'être plutôt pour des problématiques techniques, en fait. C'est-à-dire que c'est pas vraiment qu'ils y voient pas l'intérêt, c'est qu'ils sont en train de se dire, alors déjà, de pouvoir tester juste 2 versions de miniatures différentes, c'est déjà un bordel monstre chez YouTube de mettre ça en place. Donc s'il fallait faire des combos de plusieurs miniatures et de plusieurs titres qui s'entrecroisent, oh là là, enfin, t'as l'impression que ça les déborde en fait. Et donc, voilà, pour l'instant, c'est pas prévu. Ça veut dire que on peut attendre quelques années, à mon avis, encore avant de l'avoir, s'ils pensent que c'est intéressant. Donc la mauvaise nouvelle, pour résumer un petit peu, c'est que nous, par exemple, on travaille beaucoup ce qu'on appelle les combos titre et miniature. Parce que on part du principe qu'un bon titre va avec une bonne miniature et le mieux c'est de faire ensemble. Et là donc tu es en train de nous dire que YouTube va faire juste de l'A/B testing sur l'image. Et donc, même si on peut avoir 2-3 miniatures différentes, il faudra qu'elles soient toujours en rapport avec le seul titre possible, parce que le titre, on va pas pouvoir le changer. Donc déjà, nous, ça nous embête parce que c'est pas du tout, c'est pas notre façon de travailler. Deuxièmement, est-ce que tu peux expliquer l'incidence que ça va avoir sur des petits créateurs et sur les gros stars de YouTube? Ouais. Ça, alors là, pour le coup, c'est une interprétation personnelle. C'est bien pour ça que je te pose la question. Mais à mon sens, et ça se confirme, plus j'en parle avec d'autres créateurs, plus ça se confirme, mais les grosses chaînes, quand on parle de grosses chaînes, ça va être des chaînes qui globalement vont être sur du divertissement. Après, c'est du divertissement sur plein de catégories différentes, mais globalement, c'est du divertissement. Quand on fait du contenu qui fait des millions de vues, c'est ça. Sur le divertissement, en général, on va effectivement plutôt se baser sur une image ou un visuel pour se décider si on veut aller voir une vidéo. En général, on regarde qui a publié la vidéo, le créateur de la chaîne, et puis est-ce que le visuel me plaît,
Et en général, on reconnaît le format de la vidéo, parce qu'on connaît, voilà, on connaît déjà un petit peu les émissions et tout. En revanche, pour les plus petits créateurs, non seulement le nom de la chaîne en général ne va pas convaincre de cliquer sur une vidéo, mais souvent on va être sur des sujets un peu plus nichés ou un peu plus spécifiques qui nécessitent d'avoir des informations supplémentaires dans le titre. Et donc ce que je constate, c'est que le poids d'un bon titre est parfois même plus important que le poids d'une bonne miniature pour des petites chaînes. Et qu'en fait, chez nous, c'est hyper important de tester les titres. Nous, on vous dit encore, on fait souvent de l'A/B test pour nos clients. Et parfois, en modifiant la miniature et en changeant pas le titre, ça n'a pas beaucoup sur certaines chaînes, en tout cas, ça n'a pas beaucoup d'impact. Alors qu'en changeant le titre et pas la miniature, ça peut beaucoup changer. Et relancer totalement des vidéos. Et donc, quelque part, le fait qu'il n'ait même pas considéré ça, pour moi, c'est quand même symptomatique d'une entreprise qui voit vraiment le haut du panier et qui se dit, en gros, bon, l'essentiel de l'audience sur YouTube se fait sur des chaînes à plus d'1 million d'abonnés, donc on va créer un environnement parfait pour ces chaînes-là, et qu'en fait, ils n'ont pas vraiment conscience, je pense, des problématiques d'une petite chaîne, et de se dire, en fait, une chaîne à 10 000, à 50 000, même à 1000 abonnés, a des problématiques différentes des grosses chaînes. C'est pas le même game, en fait. Et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas forcément conscience de ça. Et c'est logique, hein, quand on a une énorme plateforme comme eux, de penser d'abord aux gros créateurs, et on peut pas leur en vouloir. Mais ce serait quand même pas mal qu'en interne, ils aient quelques personnes de temps en temps, ou peut-être des consultants externes, justement. Ouais. C'est un peu à ça qu'on sert aussi, nous, les experts produits, hein, qui viennent leur dire, mais attention, oui, c'est bien de s'occuper des... si je parle de la France, j'en sais des 1000 chaînes qui ont plus d'1 million d'abonnés, mais n'oubliez pas que vous avez 50 000 chaînes qui ont aussi, qui créent des emplois, qui ont aussi des équipes derrière, etc. Et que ces chaînes-là, il ne faut pas les oublier, quoi. Donc voilà, on est là aussi pour leur sonner, leur tirer des cloches de temps en temps. Alors, ça tombe bien, c'est la question qui me venait. Est-ce que, en tant qu'expert YouTube, vous avez l'impression d'être vraiment écouté? Ou vous avez l'impression, ok, vous faites remonter des infos, mais finalement, vous faites une belle réponse, comme tu dis, un petit peu politique, et l'année d'après, ou quand tu discutes avec des personnes de YouTube, tu te rends compte que, oui, bon, ils ont entendu, mais voilà, c'était plus pour vous faire plaisir que pour vraiment régler des soucis. Non, alors on est vraiment écouté. Pour le coup, YouTube est une boîte qui demande constamment du feedback. Et d'ailleurs, n'importe quel utilisateur peut envoyer du feedback dans votre YouTube Studio, par exemple. Vous avez plein d'endroits où vous pouvez envoyer des infos. Ils les lisent, ils en tiennent compte. Et il faut vraiment garder ça en tête. Ils ont des œillères, en fait, ceux qui développent YouTube. Parce que pour la plupart, ils ne sont pas créateurs de contenu. Et donc, ils développent leur truc et ils ont besoin d'avoir des retours utilisateurs. Donc ils les lisent et ils y font attention. Donc ça, c'est un bon point. Après, évidemment, il y a des suggestions qu'on va leur faire et dont ils vont pas tenir compte parce qu'il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en compte et que nous, on maîtrise pas. Voilà, YouTube est une énorme entreprise qui doit gérer plusieurs des intérêts différents. Il y a les intérêts des utilisateurs qui ne sont pas les mêmes que les intérêts des créateurs, qui ne sont pas les mêmes que les intérêts de YouTube, qui ne sont pas les mêmes que les intérêts des États, les intérêts des médias, des investisseurs, enfin voilà. Donc, et des annonceurs aussi. Donc voilà, c'est normal. On n'a pas non plus de suivi particulier. Ça pourrait être intéressant qu'à la limite, on puisse avoir une espèce de boîte à idées où nous, on dit, tu vois, un espèce de Reddit, moi, je serais partant, on a un espèce de Reddit de suggestions. Hop, voilà une suggestion d'un Project Expert YouTube. On peut mettre des upvotes pour ceux qui veulent, et puis on pourrait voir un peu, tiens, là c'est au stade de l'étude, on l'a mis à la réunion du 18 novembre, on en discute, c'est bon, on va le développer, on est en train de le tester, ce serait intéressant, mais on n'en est pas à ce stade-là. On est d'accord. Mais pareil, est-ce que la voix d'un MrBeast aux États-Unis, d'un Squeezie en France, a pas plus de résonance que la voix d'un petit créateur? Est-ce que à l'avenir, ça pourrait pas être un problème que les idées viennent de ceux qui ont déjà presque le monopole sur YouTube et donc, comme tu l'as dit, qui eux ont leur vision avec leurs problématiques de très grosses chaînes et au final que petit à petit, YouTube mette de côté les plus petits créateurs pour se concentrer vraiment que, j'ai envie de dire, pour parler vulgairement, que ceux qui leur apportent de la thune, quoi. Bah si, c'est certain. Ouais. Mais je vois ça plutôt d'un bon œil. C'est-à-dire qu'il y a quelques années en arrière, YouTube n'écoutait même pas les gros créateurs. Et aujourd'hui, effectivement, ils engagent des vrais échanges avec eux.
il les invite, ils discutent, et qu'est-ce que tu... Voilà, et quand un On est d'accord, MrBeast il n'y a fait pas des que, il y a pas suggestions que à du mauvais. YouTube, effectivement, il est très écouté, Hmm. mais c'est globalement des bonnes choses pour l'ensemble des créateurs. De temps en temps, il y a des trucs spécifiques aux petits créateurs, mais dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Moi, je suis plutôt content que YouTube Ok. écoute les gros créateurs, et c'est logique qu'ils n'aillent pas interroger n'importe quel petit créateur. Mais de temps en temps, ils font des sondages. On a des sondages dans YouTube Studio, on peut répondre. Et là, Hmm. du coup, ils ont de la donnée statistique. Et là, on est beaucoup plus nombreux, nous, les petits créateurs. Donc, si on répond à ces sondages, bah, on peut aussi peser un peu sur ces décisions-là. Très bien. Bon, alors depuis tout à l'heure, alors, on parle un peu que des mauvaises nouvelles ou que des choses pas forcément super. Est-ce que pendant cet événement, tu as eu des bonnes nouvelles, des bonnes surprises? Est-ce que YouTube avance dans le bon sens sur certaines fonctionnalités? Ouais, il y a des trucs qui sont plutôt intéressants. Alors, vraiment, moi j'aime bien sentir un peu quelle est la vibe globale, les mots qui ressortent tout le temps dans la bouche des personnes de chez YouTube. Et autant sur l'événement de l'an dernier, c'était short, 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 short. Ouais. Il nous disait vraiment c'était le paquet sur les shorts, et vraiment, si une fonctionnalité n'avait aucun impact sur les shorts, il les considérait même pas. Cette année, c'est vraiment l'IA, l'intelligence artificielle, et notamment l'IA générative. Alors en fait, on sent qu'ils sont en train de développer un paquet de trucs qui vont sortir à des intervalles très réguliers. Pour l'instant, on n'a pas encore vu beaucoup de choses sortir. On a eu quelques petits filtres marrants pour mettre derrière nos shorts. Enfin voilà, c'est des trucs qui sont assez gadgets, quoi. Il y a des outils de génération d'idées de titres qui sont dans les tuyaux. Alors là, pareil, on les a testés un petit peu. On voit un petit peu les exemples qu'ils nous montrent sur leur présentation. On est sur des titres qui sont très descriptifs. Donc c'est plutôt pour donner un bon point de départ, mais c'est pas des titres qui font cliquer. Et je pense pas que ce soit leur objectif. Ouais. D'ailleurs, on leur a demandé, est-ce que cet outil de génération de titres par l'IA va amener à de l'A/B test ou de l'ABC test sur les titres? Est-ce que l'outil va apprendre de lui-même pour devenir meilleur? Et ils nous ont bien dit non, c'est vraiment voilà, vous avez mis votre vidéo en ligne, on arrive à faire un résumé à partir du transcript de ce qu'il y a, et on arrive aussi du coup à générer des idées de titres, mais c'est très similaire à ce qu'un chat GPT peut nous sortir aujourd'hui quand on lui dit voilà, suivez de ma vidéo, sors-moi des idées de titres. On est sur du très basique, Ouais. quoi, très bateau. Donc, Ok, donc mais c'est assez logique, mais voilà, je pense pas qu'ils vont prendre à leur compte le fait de pouvoir jouer sur la mise en avant des vidéos, parce que ce serait problématique aussi. Donc je pense que c'est plutôt bien de laisser ça aux créateurs. et concernant les IA, alors c'est quoi les prochaines avancées de l'IA? Donc il y a les titres. Euh, Si je me rappelle bien, moi ce que j'avais vu, il y a aussi tout ce qui est transcription, description. Alors il y a déjà des Ouais. plugins d'autres IA qui le font, mais là YouTube veut l'intégrer directement sur sa plateforme, c'est ça? Ouais, c'est-à-dire qu'au moment où on est en train de choisir une vidéo, on va pouvoir effectivement, alors je sais pas exactement, je crois que c'est une petite flèche qui va s'afficher en dessous, afficher un petit résumé en 2-3 lignes du contenu de la vidéo, pour voir si on a envie de la regarder. Ça peut permettre aussi, par exemple, pour une recette de cuisine, de reprendre justement les ingrédients, la liste des ingrédients, ce genre de choses. Mais c'est pas encore vraiment déployé. Pour moi, c'est un petit truc, c'est un petit à Oui. côté, mais c'est pas forcément énorme. On a entendu quelques autres fonctionnalités, mais dont je n'ai pas le droit de parler pour l'instant, malheureusement. Mais il y a des trucs sympas. Mais c'est surtout qu'on sent que dans toutes les équipes de développement chez YouTube, ils mettent de l'IA partout. Donc on sent que c'est vraiment le truc, ils vont arriver assez fort là-dessus. Mais je suppose que n'importe quel GAFA fait la même chose, quoi. Ouais. Ou GAFA, ou GAFAT. Est-ce qu'il faut rajouter TikTok, tu crois, au GAFA? Je crois qu'il fallait en Je sais rajouter pas. d'autres aussi. Il C'est n'y avait plus possible. que 4. On va Ok. rajouter Zoom, GAFAT, Non, mais Zoom, ça y est, ça se casse la gueule, Zoom. c'est fini. Oui, Zoom, c'était que pendant le Covid. Ok, dernière petite question. Euh, pour toi, ça va ressembler à quoi YouTube d'ici 2024? Est-ce qu'il y aura des changements? Ou finalement, YouTube 2024, ce sera pareil que cette année, que l'année dernière, et que, bon, il y a autre chose à faire et il vaut mieux attendre des créateurs que d'attendre de YouTube? Je pense que ça va pas fondamentalement changer. Moi, j'ai un gros point de satisfaction quand même par rapport à YouTube ces dernières années, c'est que YouTube est en train de proposer énormément de formats différents. Mm. On avait eu une session entière sur le multiformat, et c'est vrai que de base, on se dit, bah, il y a les vidéos, puis il y a les shorts. Mais en fait, sur YouTube, il y a les vidéos, il y a les shorts, il y a les posts communautaires, il y a les podcasts, il y a les lives. Il y a au moins 5 ou 6 formats différents, et globalement l'appli elle reste assez
assez agréable à utiliser. Pour un Mm. truc qui veut mélanger beaucoup de choses, c'est quand même pas mal. Si on se souvient du moment où Facebook est passé des posts aux posts avec photos, plus les vidéos, plus les lives, etc., c'est devenu un bordel. Voilà, c'était devenu vraiment très très mauvaise interface utilisateur. Là, c'est plutôt pas le cas. Et c'est un petit exploit, je trouve, quand même, d'être capable de faire ça. Donc, en fait, je pense pas que le fait qu'il y ait un ou deux nouveaux formats qui débarquent aille tout révolutionner. Les live shopping ou les trucs comme ça, je pense pas que ça va, d'un seul coup, on va perdre l'appli qu'on aime, quoi. Mm. Après, il y a un truc quand même, c'est que alors, le multilangage audio va se déployer. Ça a commencé. J'ai vu un expert produit italien, un copain expert produit italien, qui a une petite chaîne et qui a eu accès, là, tout récemment. Donc, là, on est en route, là. Ça devrait arriver probablement assez rapidement. Est-ce que ça va tout changer? Moi, je suis pas convaincu. Il y a des gens qui attendent cette fonctionnalité comme le Messi en disant « Ouah, ça va être génial, ça va tout révolutionner ». Je reste quand même convaincu qu'on a tendance à plutôt suivre des créateurs de son pays, de sa langue maternelle. Je sais pas toi, mais moi quand je regarde une vidéo de MrBeast en français, je supporte pas. Alors, mais Donc, alors, genre, on en a parlé en interne, c'est marrant. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu le sais. Moi, j'y crois pas du tout. En tout cas, j'y crois pas pour la plupart des formats. Je pense que ça va servir peut-être sur des formes ou sur des domaines, des sujets très nichés, Oui. très informatifs, très documentaires, choses comme ça. Parce que tu vois, alors je crois que c'est ce que tu m'avais linké, la vidéo de l'italien. Si je dis pas de bêtises, c'est quelque chose sur les dinosaures, un truc comme ça. Où j'avais vu une vidéo comme ça. Donc Ouais, en fait, sa chaîne principale, c'est pour ça que lui, Gianluca, il l'attendait vraiment avec beaucoup d'impatience, que sa chaîne principale, il habite à Milan et il fait des vidéos sur le tourisme à Milan et tous les trucs qu'on peut aller voir, etc. Donc c'est des vidéos clairement qui servent à l'international. Exactement. Les Américains qui veulent venir, ils veulent voir un Milanais qui leur explique ce qu'ils doivent aller voir. Oui. Et donc dans son cas, c'est carrément pertinent, effectivement. Non, mais c'est ça. Ou imaginons, alors que ce soit un Français ou un Italien ou un Espagnol, qui sont en gros des communautés beaucoup plus petites. Alors même si espagnol, il y a toute une partie de l'Amérique aussi qui parle espagnol. Mais ce que je veux dire, c'est que tu fais une analyse d'un film en anglais. Bah, finalement, ou en tout cas, toi, tu le fais en italien. Bah, si ta vidéo est traduite en anglais, tu vas toucher la communauté. Par contre, comme tu le dis, dans le divertissement, je suis pas sûr que les personnes qui regardent du Squeezie iront voir les vidéos de MrBeast. On est sur deux divertissements, on est sur deux personnalités différentes. La culture n'est pas du tout la même. La culture du divertissement français et la culture du divertissement américain, c'est pas pareil. Donc, pour moi, je l'attends pas comme le Messi. Tu vois, quand je pense à nos clients, bah, je suis pas sûr qu'on ait des clients Ça changera pas grand-chose. qui vont changer. Ouais, voilà. Par contre, on est d'accord que ça va servir, comme je le dis, des formats beaucoup plus informatifs et qui peuvent toucher vraiment tout le monde. Donc c'est pas une fonction que j'attends. Après, je peux me tromper. Nous, on aime bien se tromper. C'est-à-dire que j'aime bien qu'on me prouve le contraire. Et je serais ravi de l'utiliser de la meilleure des façons possibles. Mais ouais, je suis pas sûr. Voilà. Comme tu dis que ça change la phase de YouTube 2024. Je te propose qu'on en reparle au moment où ce sera déployé. Ouais, carrément. Parce que, à mon avis, il y a un épisode à faire sur qui doit en avoir peur et qui doit saisir sa chance. Ouais. Et ce que je propose même, c'est à tous ceux qui nous écoutent, donnez-nous votre avis. Faites des prédictions. Voilà, ça pourrait être marrant comme tu dis, de faire cet épisode d'ici quelques mois et de voir aussi ce que les gens, ce que des utilisateurs, des consommateurs de YouTube pensent de cette fonctionnalité. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Et si oui, pourquoi? Quel type de contenu? Voilà, ça sera la petite question communautaire de cet épisode. Ouais. Et l'autre chose qui, à mon sens, va tout changer, c'est la B-test de miniature, pour le coup. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un peu réservé, on va dire, à des créateurs de contenu premium, hein, ceux qui font effectivement des divertissements, qui font des gros chiffres, qui ont pris cette habitude depuis un moment, mais ils le font manuellement, d'avoir plusieurs combos titres miniatures. Nous, c'est ce qu'on propose à nos clients. Hein. On leur propose de faire les deux versions assez différentes pour que, si la première ne fonctionne pas bien, hop, on switch après quelques heures sur une autre pour la relancer. Dès le moment où ça va être accessible à tout le monde, il y a ceux qui vont jouer le jeu, il y a ceux qui vont en permanence en mettre 2, 3, 4, enfin on peut pas aller jusqu'à 3, qui vont en mettre 3 dès le lancement, parce qu'ils s'en seront donné les moyens
soit parce qu'ils sont devenus très bons eux-mêmes, soit parce qu'ils les délèguent. Et ceux-là vont prendre un gros avantage concurrentiel, parce qu'imaginez que dès la première vidéo, vous aurez fait l'équivalent de trois tests différents, quoi. Ouais. Et ensuite, j'imagine, vous allez prendre le meilleur, vous allez vous dire, ok, j'ai compris pourquoi ça marchait, donc la miniature de base de la vidéo suivante sera meilleure, et vous allez la comparer encore à d'autres. Donc la progression va être très 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 rapide, et ceux qui ne vont pas jouer ce jeu, à mon avis, ont beaucoup à perdre. En tout cas, sur des niches concurrentielles, où on essaye de, notamment ceux qui veulent sortir dans les résultats de recherche ou des choses comme ça, ceux qui ont une stratégie basée sur la recherche, si vous commencez pas à travailler vos titres et miniatures dès maintenant, à mon avis, vous allez prendre un coup dans l'aile, quoi. Donc ça risque de changer un petit peu quand même le paysage entre ceux qui jouent le jeu et ceux qui le jouent pas. Ok. Et merci Sylvain pour cette prédiction et cette analyse. Dernière petite question, juste entre nous. Ça vaut réellement le coup d'aller dans ce genre d'événement? C'est pas long et finalement, oui, on apprend certaines choses, mais est-ce qu'on va pas avoir un petit post de YouTube d'ici quelques jours, quelques semaines où on aura tout appris? Entre nous, tu vois, Alors, la vérité. moi, je me pose la question parce qu'en réalité, les experts produits, alors on est classé en différentes catégories selon notre niveau de contribution. Donc il y en a qui sont invités à l'événement réel, et puis d'autres qui sont sur l'événement virtuel. Ces dernières années avec le Covid, on était sur l'événement virtuel. Donc en fait, ils ont pu quand même suivre les sessions à distance. Alors ils n'avaient pas les côtés, la soirée, le concert, et puis surtout le côté un peu réseau qu'on peut avoir avec les autres experts produits. Mais c'est vrai que les autres experts produits, moi je les connais un petit peu, on se fait des visios régulièrement avec notre community manager chez YouTube. Et donc là on s'est vu un peu en vrai, donc c'est sympa, avec Rita, avec Anis et tout. Voilà. Mais après, moi mon truc, avoir des gros stuff, etc. Bon, j'ai pas forcément besoin d'aller que Google organise ça pour en faire, donc c'est pas trop ma came. Donc oui, je me pose vraiment la question, effectivement. Je sais qu'il y a des experts produits américains qui ont eux-mêmes un emploi du temps très très chargé et qui décident de plus venir à ces événements. Ouais. Donc voilà, ça dépend. Je sais pas encore. Honnêtement, je sais pas encore. Ça dépend. Ça dépend un petit peu de l'environnement. Je pense de notre environnement en tant qu'expert produit. Ouais. Si on a des sujets à débattre, si on a envie de voir notre community manager, etc. Ça peut être intéressant quand même. Ok. C'est une question de gestion de relations humaines en fait. Tu vois. Oui, non, je comprends. Ok, c'est très clair. Merci Sylvain. Voilà, merci beaucoup pour ce petit retour sur le Google Product Expert Summit 2023. Le PES. Yes. Montre-le C'est ça, quand même. PES 2023. Montre-le quand même parce que il avait mis le Alors, t-shirt. ça c'était le PES at home, donc ça c'était ceux du Covid. On a reçu ça parce qu'on reçoit des goodies. Oui, On reçoit des goodies. J'ai un beau parapluie Google maintenant. La chance. Tu regardes, tu vois, j'avais j'ai un petit Android avec un chapeau londonien. Oh. Des trucs comme ça. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Sylvain, où est-ce que les gens peuvent nous retrouver? Sur YouTube, sur le code YouTube, sur YouTube. On veut des commentaires, plus de commentaires. N'hésitez pas à nous soumettre des idées de vidéos, des idées de sujets qui vous sont importants pour vous, à nous en dire plus sur vous aussi. Moi, je trouve qu'on a besoin de connaître un peu plus quelle est la communauté qui écoute Code YouTube sur YouTube. Et puis bienvenue aux nouveaux aussi qui nous ont rejoints après l'épisode qu'on avait fait, l'épisode dernier. Et puis voilà, si vous voulez rentrer en contact direct avec nous, c'est plutôt sur LinkedIn. Et puis voilà, pas de problème, avec plaisir. Parfait. Merci à tous et à très bientôt. Bizarre. Ciao. Ciao.